2010 est sûrement une année tristement marquante pour les supporters parisiens. C'est l'année du plan Lecroux. Robin Lecroux, c'est le président du Paris Saint-Germain de l'époque, et il mettait en place un plan choc pour éradiquer la violence. Ce plan, il va tout changer au Parc des Princes. Officiellement, il est là pour éradiquer la violence qui gangrène les tribunes parisiennes. Officieusement, ce plan va bien plus loin. Il signe la fin des ultras dans le stade, transforme l'ambiance du parc et amorce une mutation radicale du public parisien. La culture populaire et bruyante des tribunes laisse peu à peu place à un stade aseptisé, où les anciens abonnés sont remplacés par un public plus aisé, attiré par un football spectacle plus rentable pour les dirigeants. Alors, comment tout ça est arrivé? Et ce phénomène est-il un phénomène général ou isolé? Bonjour à tous et à toutes, c'est OLREC, c'est à ces questions que je vais essayer de répondre aujourd'hui. En 2010, alors que déjà depuis plusieurs années, une rivalité existe entre les supporters parisiens de la tribune Auteuil et ceux de la tribune Boulogne, notamment à cause de la rivalité politique, la tribune Boulogne étant connue pour ses supporters d'extrême droite, alors que le virage Auteuil, lui, est connu pour abriter des supporters issus de l'immigration. Cette rivalité entre les deux groupes de supporters a provoqué un bon nombre de bagarres entre les différents groupes de supporters de Boulogne et d'Auteuil. Et donc, la goutte de trop est survenue le 28 février 2010, alors que le Paris Saint-Germain perdait contre l'OM au Parc des Princes, une confrontation oppose des abonnés de la tribune Boulogne à ceux du virage Auteuil, en conflit depuis des années. C'est les mecs de Boulogne, ça! Descends les gars! C'est les Indés! Yann Laurence, 37 ans, et ancien de Boulogne, tombe dans le coma dans cette bagarre générale et succombera à ses blessures 2 semaines plus tard. Ce drame a changé les rapports entre les supporters ultra de football et les autorités. Le 2 mars 2010, le Paris Saint-Germain réagit. Robin Lecroux tient une conférence de presse et annonce la suspension des déplacements de supporters. Il en appelle au pouvoir public. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir 10 morts pour qu'on s'occupe vraiment du sujet? 2 mois plus tard, le 16 mai 2010, le Paris Saint-Germain dispute son dernier match de la saison, et c'est donc le dernier jour où on verra des ultras dans le stade. Après avoir remporté la Coupe de France, le club reçoit Montpellier pour clore le championnat. Une défaite 3-1, et quelques fumigènes plus tard, 5000 abonnés refusent de quitter les tribunes, Auteuil et Boulogne. « Le parc est à nous !» chante-t-il durant de longues heures, protestant contre la mise en place du plan Lecroux. Enfin, le 18 mai 2010 sera le jour où Robin Lecroux présente officiellement son plan aux autorités. Fin des abonnements dans les virages, hausse des prix, débaptiser les tribunes, création d'une tribune familiale. C'est le début du plan Lecroux. La deuxième et dernière phase du plan Lecroux est décidée à l'automne 2010, avec un retour des abonnements progressifs, mais en placement aléatoire et limité en nombre, qui enterre définitivement la possibilité de rassemblement essentiel au mouvement ultra. Alors que le plan n'est censé durer qu'1 an, afin de laisser retomber les tensions entre Auteuil et Boulogne, il ne bougera plus. Sous la pression de la préfecture de police de Paris, et parce que le fonds souverain qatari qui rachète le club 1 an plus tard ne souhaite pas perturber l'équilibre trouvé, il va falloir attendre jusqu'à 2016 pour revoir les ultras dans le stade, c'est-à-dire 6 ans. Avec le plan Lecroux, le Parc des Princes n'a plus le même climat. Ce stade qui pouvait faire peur à des supporters, à cause de ses violences, en est enfin purgé. De plus, dans le passé, le Paris Saint-Germain acceptait de fait que Boulogne soit une tribune raciste et blanche, ce qui crée de fait une situation d'apartheid au sein du Parc des Princes. Ce qui n'est plus le cas avec le plan Lecroux. De plus, si ponctuellement certains veulent créer des incidents, ils le peuvent, mais ils savent aussi qu'en créant des troubles, il est très probable qu'ils soient interdits de stade, car le plan Lecroux est coordonné entre le Paris Saint-Germain et les pouvoirs publics. Cependant, le Parc des Princes est aussi retrouvé dépeuplé. D'ailleurs, en 2010, le Parc des Princes a connu son influence la plus faible depuis 1995. Le Paris Saint-Germain, qui avait pourtant gagné lors du match aller des barrages de la Ligue Europa à domicile, donc au Parc des Princes, contre le Maccabi Haïfa, ne l'a fait que devant 10 322 spectateurs, dans un stade qui peut en compter plus de 40 000. Les abonnés de l'époque parlent d'une punition collective disproportionnée et décident de boycotter le stade. Selon Nicolas Ourcade, chercheur de l'école centrale de Lyon, pour mettre hors d'état de nuire 200 à 400 personnes très engagées dans les violences, ou les actes racistes, le club a ratissé très large et a fait beaucoup de victimes collatérales. Et donc, à cause du plan Lecroux, certains ont arrêté d'aller au stade et ne veulent plus entendre parler du parc, voire du Paris Saint-Germain. La suppression des abonnements en virage, qui s'est faite de manière brutale, a écœuré ses supporters. Ils ont été exclus du Parc des Princes alors qu'ils n'étaient pas violents et sont donc passés à autre chose. Avec le plan Lecroux,
Les supporters passionnés, organisés autour de valeurs communes et créant une ambiance unique dans les stades, ont donc disparu. Évidemment, les ultras portent une part de responsabilité dans l'émergence du plan Le Prou, notamment à travers leurs actes racistes et d'hooliganisme, mais aussi leur incapacité à se fédérer et leur tolérance parfois coupable envers des éléments déviants qui ont contribué à cette situation. Cependant, que les dirigeants, avec l'aval des pouvoirs publics, ont éliminé sous couvert de lutte contre la violence et les dérives, c'est une partie essentielle du supporterisme, qui faisait partie intégrante de l'identité du club. Ces ultras n'étaient pas moins légitimes que les dirigeants, les actionnaires, les joueurs du club en tant que défenseurs de l'identité du club, car ils restent généralement bien plus fidèles à leur club que le plan Le Prou n'était donc pas qu'un simple plan destiné à lutter contre la violence. Si, évidemment, la réduction des violences était un objectif, il s'inscrivait aussi dans une vision économique plus large du club, dans une transformation stratégique nécessaire à son rachat par le Qatar en 2011. Et au-delà des mesures pour endiguer la violence, le plan Le Prou a mis en place des hausses de prix des places pour accéder au stade, changeant profondément la dynamique du Parc des Princes. Au-delà de l'éradication de la violence, cette décision visait aussi à attirer un public plus familial et plus bourgeois, au détriment d'une partie des supporters historiques. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain, sous la tutelle de QSI, la société d'investissement gérée par le gouvernement du Qatar, continuera à augmenter ses prix. Pour la saison 2024-2025, l'abonnement le moins cher dans les tribunes populaires est fixé à environ 460 €, rencontres européennes comprises. Si le prix des matchs revient à moins de 25 € par rencontre, avant d'être sous l'égide du Qatar, l'abonnement intégral était de 240 €, soit 2 fois moins. Cette flambée des prix s'est accentuée depuis la participation du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions chaque saison à partir de 2012-2013. Si l'on compare les tarifs d'abonnement des clubs français engagés en Ligue des Champions cette saison, l'écart avec le Paris Saint-Germain est frappant. Pour la saison 2024-2025, les supporters du LOSC doivent débourser 200 € pour un abonnement intégral, ceux de l'AS Monaco 240 € et ceux du Stade Brestois de 130 €. Le contraste est encore plus marquant avec l'Olympique de Marseille, le grand rival du Paris Saint-Germain. Évidemment, cette saison, l'OM ne participe à aucune compétition européenne, et son abonnement est donc fixé à 180 €. Mais même lorsqu'il était engagé en Ligue Europa, pendant la saison 2023-2024, l'abonnement complet était à 240 €, bien loin des 460 € demandés par le Paris Saint-Germain. Ces chiffres montrent à quel point la politique tarifaire du club parisien s'éloigne de celle de ses concurrents nationaux, rendant l'accès au Parc des Princes de plus en plus difficile pour les supporters historiques. De plus, l'arrivée de stars mondiales a augmenté le nombre de touristes dans le stade et a fait exploser le prix des matchs à domicile, avec comme point culminant l'arrivée de Lionel Messi, meilleur joueur du monde, en 2021. Les touristes argentins s'installaient au virage Auteuil sans avoir d'intérêt pour créer de l'ambiance dans le stade. Ce processus s'inscrit donc dans ce qu'on appelle la gentrification. Ça désigne la transformation d'un quartier ou d'une zone souvent populaire pour attirer une population plus aisée au détriment des résidents d'origine. Dans le contexte du football, la gentrification des stades consiste à remplacer les supporters historiques, souvent issus des classes populaires, par un public plus riche, généralement moins engagé émotionnellement dans le soutien au club, mais aussi prêt à dépenser plus pour des places ou des services de luxe. Derrière les mesures du plan Le Prou, se cachait donc une stratégie claire, pacifier les tribunes pour attirer des spectateurs plus riches et des investisseurs internationaux. L'identité populaire du Parc des Princes a été peu à peu effacée, remplacée par une vision commerciale du football. Et même si les ultras du collectif Ultra Paris ont pu réintégrer Auteuil en 2016, grâce à un accord avec le club, le reste du stade demeure relativement silencieux, et la passion des supporters a laissé place à une atmosphère plus mondaine. De plus, lorsque des spectateurs essayent de mettre de l'ambiance dans d'autres parties du stade, le club l'en empêche. Alors que quelques chants se sont fait entendre au virage Boulogne, les membres fan club Paris Saint-Germain ont reçu un mail de la part du club qui les interdit de s'habiller en noir, interdisant les drapeaux, et a aussi interdit les drapeaux ou tous les types de matériel de supporters. Et il leur a interdit de changer de place et de se lever pendant le match pour supporter son club. L'exemple du Paris Saint-Germain illustre donc un phénomène global, la gentrification des stades. Ce processus, qui se manifeste par un remplacement des supporters par des spectateurs, est observé dans de nombreux clubs européens. Le football populaire est peu à peu remplacé par le football business. Les clubs populaires qui ont façonné l'identité des tribunes sont désormais marginalisés, au profit de ceux qui peuvent se permettre de payer les tarifs exorbitants des nouveaux stades. La gentrification des stades est devenue une réalité implacable, transformant radicalement l'expérience des supporters dans le football moderne. D'ailleurs, des supporters d'autres clubs ont protesté contre l'augmentation des prix des stades. À Toulouse, par exemple, le 2 mai 2024, plusieurs groupes ont dénoncé la hausse des tarifs pour la saison 2024-2025. Cette augmentation surprise, par rapport aux engagements précédents du club,
atteignait 25% pour le visage Brice, et en latéral sud, cette augmentation atteindrait même 35%. Ce phénomène se limite d'ailleurs pas à la France. En Italie, la saison 2023-2024 de la Serie A a été marquée par une vague de mécontentement des ultras face à l'augmentation des prix des billets pour les virages et les parquages. Les supporters de la Roma, notamment, ont protesté contre des tarifs excessifs, comme les 75€ demandés pour des places en curva sud contre le Milan AC. Les ultras de l'Inter et du Napoli ont eux aussi demandé la mise en place de plafonds pour le prix des parquages. En Espagne, le phénomène est similaire. En 2022, environ 300 supporters du Séville se sont rassemblés devant le stade Sánchez-Pizjuán pour protester contre le prix des abonnements pour la saison 2022-2023. Ces augmentations des prix s'inscrivent dans une stratégie commerciale visant à attirer un nouveau type de public, plus consommateur et moins critique. Ce public, souvent plus disposé à payer pour une expérience plus confortable et moins regardant sur la gestion du club, contrairement aux ultras, qui sont profondément investis dans l'identité et les valeurs de leur équipe. Mais alors, qu'est-ce qui a conduit à ce changement radical? Pourquoi ce basculement du football populaire vers un football plus commercial et élitiste? Pour moi, 1992 représente une date clé pour l'émergence du football business. Cette année-là, 2 événements majeurs marquent un tournant. La transformation de la Coupe des clubs champions européens en Ligue des champions et la création de la Première Ligue. Ces réformes visent à satisfaire les clubs les plus riches en réduisant l'incertitude sportive et en optimisant leurs profits. Pour le cas de l'Angleterre, les grands clubs profitent de la rivalité entre la Fédération anglaise de football et la Football League en mettant à la poubelle leur traditionnelle solidarité avec les petits clubs des 2e, 3e et 4e divisions et se constituent, avec l'aval de la Fédération anglaise de football, en ligue de football autonome qui s'appellera la FA Carling Premiership dans le cadre d'un contrat de naming avec la société de brasseurs Carling. Bref, la Première Ligue est née. La date à retenir est le 8 mai 1992. Au terme de renégociations sur les droits télévisuels, la fédération anglaise vend les droits télévisuels non plus comme le passé à l'une des sociétés de télévision en clair, mais à une chaîne par abonnement, la BSkyB, de Rupert Murdoch. Cet apport immense de nouveaux revenus que les clubs de la Première Ligue gardent pour eux-mêmes est l'une des briques de la construction du football business. Sur le plan européen, l'augmentation massive des droits télévisés a profondément transformé l'organisation des compétitions européennes, notamment avec la refonte de la Ligue des Champions. Face à l'enjeu financier, les grands clubs ont cherché à sécuriser leur part des revenus en instaurant un format qui limite les risques d'élimination rapide. Les chaînes de télévision, qui investissent lourdement dans les droits de retransmission, ont également exercé une forte influence pour s'assurer que les clubs qui sont populaires restent plus longtemps en compétition, car cela leur permet de garantir une audience élevée et d'attirer les annonceurs publicitaires. C'est donc sous cette pression qu'en 1992, la Coupe des clubs champions européens devient la Ligue des champions. Pour répondre à ces enjeux financiers, la compétition est repensée pour assurer la présence prolongée des grands clubs. La principale innovation est l'introduction d'une phase de poule après le tour préliminaire. Jusqu'en 1992, la coupe fonctionnait sur un système d'élimination directe dès le premier tour, avec des matchs aller et retour. Une défaite sur l'ensemble des 2 matchs signifiait donc l'élimination immédiate. Sauf qu'à partir de la réforme de 1992, les équipes qualifiées sont répartis en groupes de 4. Chaque club affronte les 3 autres équipes de son groupe lors de matchs aller et retour, qui garantit un minimum de 6 rencontres à chaque équipe. À l'issue de cette phase de poule, les 2 meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées pour la suite de la compétition, qui reprend alors un format à élimination directe. Ce nouveau système permet d'éviter qu'un club favori soit éliminé dès son premier affrontement contre une équipe plus modeste et assure au grand club une présence prolongée dans la compétition, ce qui est essentiel pour les audiences télévisées et les revenus financiers. Ce format sera progressivement élargi pour faire en sorte que les clubs subissent le moins de risques possible. En effet, avant il n'y avait que les champions nationaux qui ne pouvaient participer à la Ligue des champions. C'est dans le nom, Ligue des champions. C'est pas censé être compliqué. Sauf qu'à partir de 1997, cela va changer, avec l'intégration des 2e des 8 plus grands championnats, puis en 1999, avec l'ouverture au 3e des 6 plus grands championnats, et au 4e des 3 plus grands championnats. À l'inverse, cette évolution s'est faite au détriment des clubs issus des petits championnats. Dès 1994, un tour préliminaire est instauré pour les champions des ligues les moins cotés, les obligeant à jouer un match éliminatoire avant d'accéder à la phase de poule. Puis en 1997, avec l'intégration des 2e des grands championnats, les clubs des petits pays doivent désormais passer par plusieurs tours de qualification. Ce changement permet aux plus grands clubs d'avoir un accès garanti à l'élite européenne et aux revenus télévisés, sans même
européennes à avoir gagné leur championnat. En assurant leur présence quasi systématique, cette réforme réduit considérablement le risque financier, tout en renforçant le contrôle des diffuseurs sur la structure du football européen. Enfin, l'arrêt Bosman, en 1995, a définitivement scellé l'ère du football business. Avant cette décision, un club ne pouvait avoir que 3 joueurs étrangers de nationalité européenne dans son effectif. Mais après l'arrêt Bosman, les joueurs européens peuvent circuler librement d'un club à l'autre, permettant aux meilleurs talents des petits championnats de rejoindre les clubs les plus riches, principalement situés dans les grands championnats européens. Et depuis l'arrêt Bosman, aucune équipe ne faisant pas partie des 4 grands championnats européens, représentés par le championnat allemand, anglais, espagnol et italien, n'a réussi à atteindre la finale de la Ligue des Champions, à l'exception de l'édition 2003-2004 avec le FC Porto, club portugais, et l'AS Monaco, club français, en finale, et l'édition Covid de la Ligue des Champions, donc l'édition 2019-2020, où on verra le Paris Saint-Germain du championnat français en finale de Ligue des Champions. Même si le Paris Saint-Germain étant détenu par le Qatar, c'est pas vraiment l'exemple d'un club petit pousset qui soit arrivé en finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, ça n'existe pas. Bref, 1992 marque donc l'avènement d'une nouvelle ère du football professionnel. Un modèle mieux pensé et structuré, qui transforme le sport en une véritable industrie du spectacle clairement orientée vers le profit et l'élitisme. Le football moderne est donc de plus en plus influencé par des logiques commerciales qui éloignent les clubs de leurs supporters, ce qui en dégoûte plus d'un. Les clubs qui étaient autrefois ancrés dans une communauté locale sont désormais gérés comme des entreprises internationales. Bref, toutes ces opérations économiques, ça dégoûte, en tout cas ça a dégoûté certaines personnes, pour trouver des manières de protester à cette nouvelle manière de voir le foot. Et pour voir les berceaux de ces protestations contre le football business, on en revient, comme toujours, à un endroit, en Angleterre, le berceau du football, mais donc aussi le berceau du football moderne et de son industrialisation. Et comme cette nation a vu en premier naître le football business, c'est aussi la première nation qui a vu naître les premières formes de résistance à tout ça. L'apparition de la Première Ligue, dont j'ai parlé tout à l'heure, ont fondamentalement changé la relation entre les clubs et leurs supporters. L'augmentation des prix des billets et la rénovation sécuritaire des stades aboutira au cours des années 2000 à l'expulsion des stades anglais de milliers de supporters parmi les plus pauvres. Le public des stades est devenu une clientèle, une évolution qui a profondément choqué la communauté des fans. C'est dans ce contexte qu'ont émergé qu'on appelle les protest clubs. Ce sont des clubs qui naissent d'une opposition à la gentrification et à la commercialisation du football, et qui cherchent à défendre les valeurs traditionnelles du sport populaire. Les supporters qui se sentaient trahis et qui estiment que leurs clubs d'origine ont été volés ou bafoués par les logiques commerciales ont donc décidé de créer de nouvelles équipes gérées démocratiquement par leurs adhérents. Les exemples les plus célèbres de protest clubs sont l'AFC Wimbledon et le FC United of Manchester. L'AFC Wimbledon, fondé en 2002, est né suite à la relocalisation du club original à 90 km de ses terres d'origine. Le FC United of Manchester, lui, fondé en 2005, a vu le jour après l'achat de Manchester United par le milliardaire américain Malcolm Gladwell. Ces clubs, qui incarnent une forme de résistance face au football business en prenant des valeurs de proximité et d'authenticité que les grandes entreprises du football semblent avoir perdues, a fait quelques émules dans le reste de l'Europe. Et c'est donc dans ce contexte qu'on verra en Chypre la création du PAC Omonia 29M, qui a été créé par les anciens du groupe ultra du AC Omonia Gate 9, qui ont décidé de perpétuer l'histoire de l'AC Omonia, club historiquement lié au mouvement communiste chypriote, mais c'est la vente de l'AC Omonia à un homme d'affaires qui a mené à la création du PAC Omonia 29M. Ce club porte les valeurs fondateurs du club en étant la garante d'une identité sociale et antifasciste forte. Depuis 2018, ce club a gravi A11 les échelons jusqu'en 2e division. Ce club, donc géré démocratiquement par ses supporters, est donc qu'à une division de devenir professionnel. Et il y a d'autres clubs qui, si ils ne rentrent pas forcément dans le cadre du protest club, puisque c'est un club qui n'est pas créé en opposition à un club d'origine, nous avons aussi d'autres cas de clubs créés de toutes pièces par leurs supporters en opposition au football moderne. C'est par exemple le cas
du Ménilmontant FC 1871, un club de football parisien mettant en avant le quartier de Ménilmontant au 20e arrondissement, comme l'indique son nom. Le 1871 dans le nom du club, lui, n'est pas une référence à son année de création, puisque le club a été fondé en 2014, mais une référence à la commune de Paris. Son slogan est Love Football, Hate Fascism. Sur son logo, le voilier fait référence à la ville de Paris, mais il est arboré de canons pour rappeler la commune. L'attachement à la commune de Paris du club marque clairement l'ancrage à gauche du Ménilmontant FC 1871. En 1871, donc à la commune de Paris, les communards avaient instauré un régime révolutionnaire éphémère mais audacieux, mettant en place des réformes telles que l'autogestion démocratique, avec des élus révocables à tout moment et payés au salaire moyen d'un ouvrier. Les communards ont aussi introduit à ce moment-là des mesures sociales progressistes pour l'époque, comme l'abolition du travail de nuit, la réduction du temps de travail et la création d'une école laïque et gratuite. En accord avec les idéaux des communards, le Ménilmontant FC 1871 se veut autogéré, antifasciste et libertaire. Le club fonctionne selon des principes d'autogestion où chaque membre a une voix égale dans les décisions du club qui sont prises en assemblée générale. Ce modèle horizontal renforce l'engagement des supporters et des membres envers une vision égalitaire du football. Pour les quelques fans de foot qui ont créé le club avec des militants, l'idée était de permettre aux gens qui aiment le foot de militer et d'emmener des gens qui militent au sport. Et en vrai, c'est pas un mélange si étonnant que ça, puisque football et politique s'entremêlent toujours. Le 6 novembre 2024, par exemple, le CUP a affiché un tifo pro-Palestine pendant la réception au Parc des Princes de l'Atlético de Madrid. Et à l'OM, on a déjà vu des tifos avec Che Guevara dessus. Bref, le Ménilmontant FC utilise donc ces matchs comme plateforme pour soutenir des causes sociales et émancipatrices. En 2019 par exemple, le club a lancé un maillot aux couleurs du drapeau palestinien, destinant une partie de ses bénéfices à financer une bibliothèque itinérante dans le camp de Deïche, qui est un camp de réfugiés palestiniens situé au sud de Bethléem, en Cisjordanie. Il a également exprimé son soutien aux luttes des Kurdes au Rojava. Et enfin, le club est également engagé contre les violences policières. En effet, en 2020, le club est sanctionné par la commission de discipline du district de Seine-Saint-Denis pour apologie de la haine, avec 1 an ferme de suspension de terrain et avec repli sur terrain neutre à plus de 20 km de la ville de Bobigny, et 800 € d'amende, pour une banderole anti-police qui portait le slogan « Ici on rêve que les poulets rôtissent », en référence au morceau Point de départ du Go TFR. En conclusion, le football moderne s'éloigne de plus en plus des supporters. La gentrification des tribunes, l'augmentation des prix et la marchandisation du sport sont des phénomènes qui éloignent les fans historiques et diluent les identités locales qui transforment les clubs de foot en marchandises. Mais face à cette évolution, de nombreux supporters refusent de se laisser faire. Ils protestent, créent des clubs alternatifs et luttent pour maintenir un lien authentique avec leur équipe, leur ville et leurs valeurs. Des initiatives comme le Ménilmontant FC 1871 fait du bien, mais j'ai conscience que cela ne peut pas être un modèle commun, parce que c'est très spécial et alternatif comme modèle. Et donc, même si ce type d'initiative est condamné à rester localisé, ça reste quelque chose de positif, qui peut ravir certains fans désabusés du football dominant et de son absence de valeur. Dans un plus grand niveau, pour profiter du football spectacle, tout en respectant les valeurs du football populaire, le modèle de la Bundesliga semble intéressante, avec sa règle du 50+1, où un investisseur ne peut être propriétaire que de 49% des parts d'un club au maximum, les parts restantes étant celles des supporters, ce qui fait que les membres des clubs ont un droit de vote sur un certain nombre des points concernant leur club, ce qui permet au club de rester relativement proche de leurs fans et surtout accessible avec, par exemple, des prix des billets attractifs. Cette règle montre qu'un autre modèle de football est possible. Au-delà du sport, les supporters restent les garants de l'âme des clubs. Leur mobilisation, leur protestation et la création de clubs alternatifs montrent que le football peut encore être un espace de passion, d'identité et de lutte populaire. Le football n'appartient pas aux capitalistes, mais à ceux qui le vivent, même dans un monde dominé par les logiques commerciales. Merci de m'avoir écouté, c'était Wellrec. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez liker et vous abonner.